Je me présente tout de suite pour l'animateur, pour être le passeur de témoins des 3 intervenants qui sont à mes côtés et qui vont me présenter dans la foulée. Donc Christophe Barrel de l'ADEME. Sur cette thématique, que vous aviez le titre, effectivement, repenser l'énergie de demain. Alors juste une petite prévention. On axera beaucoup sur le volet du bâtiment aujourd'hui, donc sur la construction, sur la rénovation. On aura des contributions d'industriels qui s'engagent sur la construction et la rénovation de bâtiments exemplaires. S'il y a d'autres questions sur l'énergie, on en parlera dans la conclusion. Les questions se poseront en fin d'intervention, donc on laissera ces messieurs environ sur un quart d'heure, 20 minutes échanger sur ces 2 propos. La coopération, vous l'avez compris, aujourd'hui, au sens de l'énergie, la crise énergétique, on avait dit que l'énergie augmenterait, elle augmente. On avait dit que les matériaux augmenteraient un jour ou l'autre, ils augmentent. Aujourd'hui, vous faites tous face, en tant que vous pouvez, effectivement, à gérer cette nouvel enjeu qui est devenu une compétitivité dans l'entreprise et dans les organisations respectives. On va pas aller plus loin sur, entre guillemets, le concept de la sobriété. Sobriété, moins consommer, l'efficacité énergétique ou les énergies renouvelables, qui, entre guillemets, commence à s'adapter effectivement dans nos modèles économiques. Tout de suite, je préfère passer la parole donc à Romain, qui va se présenter. On peut peut-être passer tout de suite la parole aux 3 intervenants pour qu'ils se présentent, pour que vous ayez, entre guillemets, le facing aussi qui est né. Donc, Romain. Oui, bonjour à tous. Donc, Romain Voiron, moi je travaille chez BPI France, Banque publique d'investissement, et je suis responsable du domaine immobilier, énergie, environnement pour l'ensemble de la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, et intervenant aujourd'hui aux côtés de mes confrères. Bonjour à tous, Jean-Louis Archobot. Donc moi je suis directeur des grands projets chez Bouygues Immobilier, donc la filiale promotion du groupe Bouygues. Et je m'occupe donc des grands projets sur le secteur Grand Est. Bonjour à toutes et à tous, Olivier Weymann, je suis directeur de la stratégie environnementale du groupe Soprema, donc industriel du bâtiment, spécialisé dans l'étanchéité et l'isolation. Très bien, donc vous avez vu que sur les 3 intervenants, vous avez 2 industriels et le point de vue du financier, donc la BPI, c'est important, vous connaissez aujourd'hui cet organisme qui dépend de l'État et qui est la Banque du Climat, sans spoiler entre guillemets votre intervention. On va laisser la place tout de suite donc à Romain qui va nous décrire le pourquoi. Pourquoi un acteur comme une banque, la banque du Climat, la BPI, la Banque d'investissement, s'investit ou souhaite donner sa vision sur le modèle économique et énergétique d'aujourd'hui. Oui, merci Christophe. Donc effectivement, dans la question qui nous était posée pour l'intervention d'aujourd'hui, c'était aussi de réfléchir à l'augmentation des prix de l'électricité et du coût de l'énergie de manière générale, qui est un peu le préambule de cette présentation. Vous avez pu constater qu'effectivement, sur les 2 dernières années, les coûts des énergies ont fortement augmenté. Pour donner quelques chiffres très rapides, l'électricité, on était dans un prix moyen à 60 € du mégawatt il y a encore 2 ans. Cette année, on est passé à 600 € du mégawatt avec des pics allant sur les prix spot sur le marché de l'électricité jusqu'à 1000 € du mégawatt, voire 1170 € du mégawatt. Ça, c'est pour la partie électricité. Sur la partie du pétrole, aujourd'hui, très récemment, on a franchi la barrière des 100 $ le baril, ce qui reprend un petit peu les données qu'on pouvait rencontrer il y a maintenant 10 ans de ça, après la crise de 2011. Et puis également sur le gaz, pour en parler également, puisque c'est un sujet prédominant, on est passé sur le marché de 2 $ à 6 $. Donc tout cumulé, il y a eu une prise de conscience chez l'ensemble des entrepreneurs, des entreprises, notamment sur l'augmentation des charges. Et ce qui, hier, était un sujet certain, on avait une augmentation progressive des coûts de l'électricité, est devenu un sujet incertain. Et ça, c'est vraiment ce qui est prédominant sur les 12 derniers mois. Et donc, naturellement, les entreprises se sont mis à réfléchir à comment je peux changer, la production d'énergie qui est utilisée par mon bâtiment et mon industrie en tant que telle. Et puis 2, comment je peux agir sur comment j'utilise cette énergie. Et c'est là qu'on aborde les sujets de la sobriété énergétique et également de l'efficacité énergétique. Et j'y reviendrai. Sur la partie de la production, très rapidement, quelques petits schémas dans lesquels les entreprises aujourd'hui réfléchissent.
c'est de se dire comment je peux produire peut-être moi-même une partie de mon électricité. Pour cela, très connu et de plus en plus utilisé, c'est l'utilisation de l'autoconsommation par les panneaux photovoltaïques en toiture en tant que tel. Et pour les industriels notamment qui sont très consommateurs d'énergie, il y a le schéma en fait de ce qu'on appelle les corporate PPA, c'est-à-dire de passer un contrat d'achat avec un producteur d'énergie pour tout simplement l'industriel se garantir un prix qui est fixé contractuellement avec le producteur d'énergie qui fait soit de l'éolien, soit du photovoltaïque, soit de la biomasse. Dans l'utilisation, on peut revoir les modèles de manière assez large sur la source énergétique en question. Donc ça, c'est des modèles dans lesquels aujourd'hui les entreprises se questionnent, dans lesquels nous aussi, BPI France, on intervient notamment pour les accompagner dans ces schémas-là. Un autre aspect, c'est aussi les entreprises ont été poussées par également le réglementaire. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est prédominant. Je vais citer trois choses très succinctes. La première, au niveau européen, c'est la taxonomie européenne. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, mais c'est quelque chose qui a été débattu en 2018 et adopté par la Commission européenne en 2020. Et qui très récemment, là encore cet été, a été légiféré et qui va prendre effet très prochainement. L'impact de la taxonomie européenne, c'est en fait de pousser les États membres, 2 les entreprises de plus de 500 salariés et 3 les institutions financières vers en fait des investissements qui sont durables. C'est l'idée avec les accords de Paris de pousser à l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050 et donc de pousser en fait tous les investisseurs et les grandes entreprises à être sur des activités dites durables qui sont définies par la taxonomie. Typiquement, une activité durable, il y a 6 critères définis, mais ça peut être l'adaptation au climat, le contrôle de la pollution, accentuer la biodiversité et la préserver. Il y a plein de critères différents. Un deuxième niveau de législation qui agit là sur le territoire national, c'est également la partie du décret tertiaire. Le décret tertiaire va toucher en fait l'ensemble des immeubles de plus de 1000 m² qui ont une activité tertiaire. L'activité tertiaire, c'est quoi? Il faut la réfléchir par opposition à ce qui n'est pas du secteur primaire et du secteur secondaire. Le secteur primaire étant le secteur agricole et le secteur secondaire étant l'industrie. Et donc mécaniquement, l'État a souhaité qu'on puisse travailler sur la rénovation de tout le parc immobilier existant. Parce que pour vous donner quelques chiffres très rapides sur l'immobilier aujourd'hui, c'est 44% des consommations d'énergie finale en France. Sur ces 44%, ça représente 1 milliard de mètres carrés et 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a une nécessité de rénover le parc, d'autant plus que le taux de renouvellement naturel du parc immobilier en France, il est de 1%. Donc il est relativement faible, vous en constaterez. Et naturellement, du coup, l'État veut pousser à rénover l'ensemble du parc tertiaire. Et c'est pour ça qu'il a fixé des objectifs. Le décret tertiaire, c'est objectif de réduire de 40% les consommations d'énergie finale à horizon 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Et là-dessus, comment BPI France aujourd'hui souhaite intervenir? Nous, on est convaincus d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, il faut qu'on les mette en transition. Il faut que chacun se mette en transition. Le sujet qui avait été abordé par notre directeur lors de l'événement Big en début du mois d'octobre dernier, c'était la métamorphose. Et la métamorphose, elle passe par effectivement cette mise en transition de l'ensemble des entreprises. On est convaincu de le faire et de le faire à travers 3 piliers. Le premier pilier, ça va être celui d'accompagner les entreprises et de les financer. Ça, c'est propre au système bancaire en tant que tel, mais surtout de les accompagner. C'est là que c'est différenciant. Les accompagner comment? C'est de dire, je vais, notamment avec des produits qui ont été collaborés avec notre partenaire l'ADEME, des diagnostics énergétiques pour savoir aujourd'hui mon bâtiment, qu'est-ce qu'il consomme? Sur quoi je peux agir? Quels leviers vont me permettre demain de consommer moins d'énergie ou de consommer mieux? Et ça, c'est une spécificité que BPI France met en jeu, met en place avec l'ADEME sur l'accompagnement. Le deuxième pilier, ça va être celui en fait d'accompagner également les entreprises innovantes.
ce qu'on appelle nous les offreurs de solutions. Parce qu'on sait que dans cette transition, on en parlait tout à l'heure lors de la plénière, l'innovation aura une place majeure. Et BPI France accompagne les startups, les boîtes innovantes, dans justement cette recherche de la transition et de proposer des solutions aux industriels et aux entreprises d'aujourd'hui et de demain. Et le troisième pilier sur lequel BPI France agit pour le climat et la mise en transition, c'est de développer les énergies non renouvelables en tant que telles. Donc là, c'est tout ce qui a été défini par l'ACRE avec la programmation pluriannuelle des énergies, de financer ce développement du photovoltaïque, de l'éolien, de la biomasse, des sujets demain plus innovants qui iront plus sur la partie également hydrogène, on en parle beaucoup aujourd'hui. Voilà, c'est d'accompagner sur les délégations de services publics, sur les réseaux de chaleur. Donc ça, c'est le troisième pilier de BPI France pour accompagner la mise en transition de l'économie et des entreprises. Pour clôturer votre intervention, donc merci au point de vue du financier de vous projeter à la question de savoir est-ce que la sobriété ou l'efficacité est un sujet qui est pris en compte et qui sera pris en compte dans l'avenir. La réponse est plutôt oui. Le marché, le prix de l'énergie, la réglementation, l'innovation au sens et la conscience aussi environnementale des entreprises. Je pense que vous les percevez dans les différents rendez-vous que vous opérez avec vos différents clients industriels et entrepreneurs. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, à chaque fois qu'on rencontre un de nos clients, on va lui parler de notamment le sujet aussi de la décarbonation de son industrie, de son entreprise en tant que telle. On va lui parler également de comment on peut l'accompagner. On parlait avec les outils, les accompagner en financement et puis les mettre en relation. C'est aussi une mise en réseau. Là, je porte, je ne sais pas si vous le voyez, mais le petit coq vert qui est une marque de fabrique chez BPI France pour dire c'est un réseau d'entrepreneurs qui appartient et qui se met en transition et qui du coup va pouvoir naturellement avoir accès à l'offreur de solutions qui est sur l'innovation, avoir accès à son confrère qui a eu une idée pour mettre en transition son industrie ou son bâtiment et pouvoir ainsi partager. Merci Romain pour ce pourquoi s'engageons-t-on dans la transition énergétique et quels sont les enjeux à venir. Place maintenant aux deux témoins. Merci pour l'applaudissement, effectivement. On va commencer par vous, monsieur, sur la construction et la rénovation. Donc vous, c'est la rénovation d'un bâtiment exemplaire à Strasbourg, donc bâtiment Hôtel des Postes. Donc dites-nous comment vous avez intégré, entre guillemets, cette préoccupation de l'environnement et surtout de l'énergie dans le cadre d'un bâtiment patrimonial, si j'ai bien compris. Tout à fait, oui. Alors je ne sais pas si on peut avoir une slide, là, ce sera peut-être plus simple. Pour voir. Présentation du projet, très rapidement, voilà. Donc le contexte, hein, tous les Strasbourgeois connaissent ce bâtiment, hein, l'Hôtel des Postes de Strasbourg. C'est un bâtiment de 20 000 m² de surface de plancher, donc on est quasiment sur l'échelle d'un petit quartier. Hein. Donc c'est une consultation qu'elle en a répondu en 2016. Donc le groupe La Poste souhaitait donc vendre ce bâtiment hein, qui était sous-occupé. Et on a répondu à cette consultation. Alors on a bâti notre réponse sur 3 axes forts. Évidemment, quand on voit la qualité du bâti, la préservation du patrimoine, voire la remise en état du patrimoine, parce qu'il y a certaines interventions qui avaient été faites sur le bâti qu'on a rénové. Deuxième axe extrêmement important, donc c'est la mixité d'usage. Donc là, vous voyez un éclaté un petit peu de la programmation qu'on avait proposée. Hein. Donc en résumé, sur les 20 000 m², on a proposé à peu près 8 produits différents. Donc on a évidemment de ce qu'on appelle nous de l'accession classique, hein, c'est-à-dire des ventes de logements à l'unité. On a donc à peu près une 60aine de logements en accession libre. Après une 40aine de logements sociaux, donc avec le bailleur social d'habitation moderne, une résidence senior de 84 logements, avec un partenaire, donc un exploitant de résidence senior qui s'appelle Jardin d'Arcadie, une brasserie de 800 m², ce qu'on appelle du tertiaire réa, donc des bureaux dans une partie réhabilitée, et au centre de la cour intérieure, donc un bâtiment de tertiaire neuf, de 2000 m² qu'on a construit sur un parking souterrain de 100 places. Voilà, donc ça c'était le deuxième axe très important. Et enfin, donc le troisième axe auquel on a construit notre réponse, c'était évidemment la qualité d'usage pour nos clients finaux. Alors pour le logement en qualité d'usage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple l'acoustique, qui peut être une préoccupation dans le bâti ancien.
Et par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, la sobriété énergétique qui est d'actualité. Donc on a intégré dès le départ cette réflexion sur une très forte rénovation donc énergétique de ce bâtiment-là, avec évidemment toutes les contraintes patrimoniales, hein, puisqu'on est dans le quartier de la Neustadt, à Strasbourg, donc qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, avec évidemment, je dirais, un œil sur ce programme donc de la part de l'ABF. Alors, si vous voulez, la construction d'une rénovation énergétique sur un bâtiment de ce type-là, ça se construit autour de deux piliers, hein, évidemment tout ce qui est isolation du bâti, hein, puisqu'on était sur un bâti donc construit fin 19e, qui avait subi un certain nombre d'interventions, mais qui globalement n'était pas isolé. Donc on est rentré dans une labellisation de bâtiment BBC F-Énergie Rénovation. Donc pour ceux qui ne sont pas dans le bâtiment, ce sont des labels qui définissent des critères très précis de consommation. Voilà, tout à fait. Donc c'est ce que j'allais dire, c'est une démarche volontariste, hein, de notre part de rentrer dans ce cadre de labellisation BBC F-Énergie Rénovation. Et puis la deuxième démarche, donc c'est évidemment le choix de la source d'approvisionnement, hein, pour un bâtiment comme ça de 20 000 m². Alors au départ, on était sur un choix d'une centrale au gaz, hein, et puis au fur et à mesure de la réflexion, on dit c'est quand même dommage, donc on a poussé pour raccorder cet ensemble immobilier au réseau de chauffage urbain de la ville de Strasbourg. Il faut savoir que le quartier de la Neustadt, donc en 2018, hein, quand on a fait les études, n'était pas raccordé au réseau de chauffage urbain. Le secteur n'était pas dans la DSP du concessionnaire de l'époque. Donc on a une démarche volontariste associée avec ES Services Énergétiques pour que l'extension du réseau de chauffage urbain de la ville de Strasbourg puisse être préfinancée pour accorder cet ensemble immobilier. Donc aujourd'hui, on est raccordé au réseau de chauffage urbain. Le réseau de chauffage urbain de Strasbourg, c'est une couverture d'ENR à peu près de 60-70% aujourd'hui. Je crois qu'en 2026, ils vont monter à 85-90%. Voilà, donc c'était très important de se raccorder sur ce réseau de chauffage urbain. Et réseau de froid? Alors, aussi une particularité, puisqu'on a du tertiaire et une résidence-service, donc senior, il y avait une demande de froid. Et au niveau du froid, donc on a donc fait un réseau privé de froid avec une grosse PAC sur nappe, donc une pompe à chaleur sur la nappe phréatique, qui permet donc d'offrir du froid à la résidence-service. Et au niveau du bâtiment tertiaire neuf, qui est un bâtiment, vous verrez tout à l'heure, il y a quelques photos du projet, qui est un bâtiment évidemment très vitré. Donc une réflexion sur tout ce qui est protection solaire, et on travaille avec des poutres froides, donc des terminaux, et on se sert de l'inertie du bâtiment parce qu'on n'a pas de faux plafond, hein, donc on se sert de l'inertie des dalles béton. Donc si vous voulez, la nuit il y a une circulation d'eau de la nappe qui est envoyée directement dans ces terminaux, qui permet de rafraîchir donc le béton, et la journée je dirais cet émetteur naturel qui est le béton rafraîchi permet de réguler le bâtiment naturellement avec des très faibles consommations. Voilà, je dirais les... Ouais. Juste pour conclure votre intervention, merci. Précisez quand même le montant d'investissement, 35 millions. Oui, tout à fait. Donc c'est une opération avec un coût de travaux de rénovation de 35 millions hors honoraires. Voilà, donc c'est une rénovation très lourde. Parfait, donc merci pour ce premier volet sur l'aspect rénovation d'un bâtiment exemplaire sur Strasbourg. On donne maintenant le pendant aussi donc à Soprema, qui lui par contre a construit un bâtiment, qu'il a conçu, vous l'avez aussi conçu en bureau d'études, hein, mais construit un bâtiment neuf sur votre site industriel. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel était le principe de cette construction, le but visé ? Oui, bien sûr. Alors juste en préambule, moi j'aime bien prendre un petit peu juste de hauteur. Un chiffre très important à comprendre, c'est que 80% des émissions de l'énergie dans le monde, c'est d'énergie fossile. Et en fait, c'est un sujet il y a beaucoup de jeunes dans la salle, hein, c'est un sujet qui va vraiment traverser les générations. Moi j'ai une 50aine d'années, je suis issu d'une génération comme vous, comme un certain nombre de parties prenantes, qui a bénéficié d'une énergie liée au pétrole pas cher. Alors c'est une redite,
mais en fait, on se rend pas compte comme c'était facile. Ça, la situation, elle change de manière extrêmement importante. Et au 1er janvier, que soit vous ou moi, qu'on soit en tarif réglementé, on se rendra tous 15% de hausse. Et dans une usine, comme j'ai eu la chance de gérer un certain nombre d'années, des usines, nous, chez Soprema, on en a un certain nombre en France, c'est quand vous avez 500 000 euros, c'est entre 2 millions et 6 millions d'euros dès l'année prochaine. Donc je ne sais pas si on se rend compte un petit peu du gap extraordinaire qui a à passer. Et quand on discute de ce sujet-là, finalement, ça a été dit avant au niveau, c'est un sujet économique avant tout. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut plus qu'on raisonne de manière physique. Et moi, je reprends souvent mes collègues. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille plus sur les kilowattheures. Parce que finalement, la donnée économique, elle va devenir un sujet qui va être tellement prégnant. Il faut qu'on associe obligatoirement ce qu'on appelle la sobriété. Finalement, il faut avoir une approche physique. Alors ça, c'est dit de long en large par des interlocuteurs comme Jean-Marc Jancovici ou d'autres que vous connaissez bien. Mais c'est clairement, nous, l'approche que nous avons aujourd'hui dans le groupe, avec aussi l'inertie qu'il peut y avoir dans un groupe de 10 000 personnes. Tout le monde peut-être préciser le secteur d'activité de Soprema, quand même. Industriel du bâtiment, 10 000 personnes, 40% des toitures plates en France, on a la chance de pouvoir les construire et les mettre en œuvre. Pour en revenir au sujet du siège que vous voyez, peut-être que vous pouvez afficher derrière, Soprema, c'est un groupe dont le siège social est à Strasbourg, en zone portuaire sud de Strasbourg. Donc c'est un industriel de taille importante. Aujourd'hui, je vous ai dit 10 000 personnes. Notre siège social, en fait, il a été construit dans une zone industrielle. Donc déjà une approche physique. Ensuite, vous voyez le bâtiment, il est clair. Là, c'est pareil. Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour savoir qu'une voiture qui est noire et une voiture blanche pose des... Il faut le rappeler. Voilà, mais il faut le rappeler. Voilà, donc il faut être très pragmatique là-dessus. Deux intérêts. Nous, le clair en zone industrielle, il y a toujours un peu plus de poussière, c'est moins salissant, mais en l'occurrence, il y a aussi un rôle physique de performance. Ensuite, dans ce bâtiment, nous, on l'appelle beaucoup comme un laboratoire d'idées. La totalité des toitures sont végétalisées. L'intérêt d'une toiture végétalisée, vous avez un phénomène d'évapotranspiration qui est hyper important à comprendre. Si vous êtes à l'extérieur, sous un arbre, vous avez un phénomène d'évapotranspiration qui est un phénomène physique qui fait que vous sentez mieux que si vous étiez sous un parasol, exactement dans les mêmes conditions. Donc on est toujours sur un sujet physique. Donc le bâtiment tel que vous voyez là, on va installer 400 arbres de grande taille et on va hyper végétaliser l'endroit pour voir aussi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ce qu'on appelle la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Ça c'est un parti pris en pleine zone industrielle. Une approche bâtiment certes, mais une approche tout territoriale, voilà. Terme vulgaire, mais vous intégrez le bâtiment dans l'écosystème pour qu'il puisse aussi durer dans le temps. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est un point qui a été abordé par mon collègue. Un bâtiment, comme chez vous, quand vous investissez pas pour quelques années, on investit pour longtemps. Un bâtiment, c'est au moins 50 ans de durée de vie. Et je reprends ce qui a été dit, et vous avez bien fait de travailler sur une pompe à chaleur. Alors la pompe à chaleur n'est pas la solution à tout, mais en Alsace, on a la chance, en fait, une pompe à chaleur sur nappe, ça consomme pas d'eau, et ça a un coefficient de performance environ de 4, c'est-à-dire que pour 1 kWh électrique consommé par la pompe, vous restituez 4 kWh d'énergie. Donc c'est ce qui existe, c'est la meilleure technique disponible aujourd'hui. Dès que l'on peut, il faut utiliser une pompe à chaleur, notamment sur eau. Donc évidemment, dans ce projet-là, on a utilisé une pompe à chaleur sur nappe telle que vous l'avez fait également de votre côté. C'est extrêmement intéressant, ça ne consomme pas d'eau et ça ne pollue pas l'environnement de manière générale. L'autre point qui est important, c'est que sur ce projet, donc on parlait avant, donc nous, toute étude comprise, c'est un projet, c'est un secret de Polichinelle qui coûte 45 millions d'euros quand même. Donc, pour un siège social. Pour un siège social du groupe. Donc je l'ai dit, c'est un investissement très lourd, beaucoup de techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails des toitures végétalisées, de la gestion de l'eau, mais on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. On veut mesurer, parce qu'on ne fait bien que ce qu'on mesure. Il y aura des échecs dans le projet, mais il y aura aussi des réussites. Donc un projet relativement lourd, mais très ambitieux, en fait, pour continuer finalement à nous inscrire dans une démarche qui va viser à réduire nos consommations d'énergie sur ce bâtiment. Parfait, messieurs. La question peut se poser, vous la posez aussi, construire ou rénover versus quel est le plus coûteux, le moins coûteux, le plus sobre. Est-ce que vous auriez un commentaire, peut-être Romain? Voilà, il n'y a pas de parti pris, mais la question est lancée à l'expert du financement.
effectivement, en fait, chaque cas est particulier car chaque immeuble a sa particularité, son territoire a sa particularité. Nous, on a rencontré plusieurs de nos clients qui ont fait des simulations avec des bureaux d'études et ont fait le choix en fait de raser complètement le bâtiment existant et de reconstruire et de repartir sur des nouvelles bases. Et inversement, sur certains territoires et certaines problématiques liées à l'immobilier, liées également à l'environnement autour, parce que des fois, en fonction de si on est notamment dans un environnement où il y a des bâtiments qui sont classés, on peut avoir des restrictions au niveau de l'urbanisme. On a eu des cas où il fallait en fait rénover de manière lourde avec une nouvelle enveloppe, une nouvelle couverture autour du bâtiment pour réisoler le bâtiment dans sa complétude sans avoir besoin naturellement de le démolir. Donc déjà, il y a autant de possibilités que de bâtiments qui existent. Votre client est content ? Tout à fait, alors je partage entièrement cet avis. Je crois qu'il y a bien un domaine où on ne peut pas tirer de généralité, c'est sur la rénovation. Tout dépend la qualité du bâti que vous prenez. Alors pour l'Hôtel des Postes, on a la chance d'avoir un bâtiment qui a été extrêmement bien construit, donc fin 19e, parce qu'il y a très peu de fissures. Enfin, le bâtiment est dans un super état. D'où je dirais l'importance aussi, nous aujourd'hui, de construire d'une façon durable, avec notamment l'aspect réversibilité qui devient de plus en plus d'actualité. C'est-à-dire aujourd'hui, on construit un parking silo, mais demain, ou dans 20-30 ans, ça peut devenir des logements. Voilà. En tout cas, sur l'Hôtel des Postes, on a vraiment récupéré un bâti qui a 120 ans aujourd'hui et qui était vraiment en super qualité. Donc l'aspect rénovation versus le neuf, ça dépend de la qualité du bâti. Si évidemment vous récupérez un bâtiment où on est obligé de curer l'ensemble, de maintenir uniquement les surfaces, je pense que le bilan par rapport à du neuf sera pas du tout le même. Nous, on a limité l'intervention sur l'aspect structurel, on en parlera tout à l'heure quand on parlera des coûts. On n'a quasiment pas fait d'intervention sur la partie structure. Donc ça a vraiment un impact très favorable pour le coût du bâtiment. Pour terminer la séquence, donc pour Soprema, construire, rénover, vous, c'était construire ? Alors c'était construire, mais la surface de environ 2 hectares a été occupée pendant 20 ans par des camions remorques. Donc pour nous, c'est un beau pied de nez parce qu'on souhaite aussi mesurer l'arrivée de la biodiversité. Je vous ai pas dit, on a un bassin de 1500 m² et on cherche un écologue qui va mesurer scientifiquement un peu l'arrivée de la biodiversité avec les arbres, les niches à insectes. Rendez-vous dans 5-10 ans pour voir des petits oiseaux ? Oui, il faut quelques années quand même. Voilà. On bascule sur la séquence toujours avec ces messieurs, sur l'aspect modèle économique, le coût. Donc tout ça, c'est d'actualité, c'est d'aujourd'hui. Monsieur Macron a invité les 50 plus gros émetteurs de CO2 aujourd'hui à l'Élysée pour leur demander quels sont leurs positionnements sur leur investissement, sur la décarbonation de leur posture industrielle. Donc la question de délocalisation, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est aussi comme ça que le président de la République souhaite investir ou faire investir l'entreprise pour qu'elle reste en territoire. Le coût, c'est ce qui mobilise aussi beaucoup une décision d'un chef d'entreprise ou d'un comité de direction. Pour ce qui donc, on va reprendre pour vous parliez du coût, effectivement. Flambée des prix, depuis un an, ça pique. Ouais, évidemment. Donc le secteur du bâtiment a pris une très forte augmentation ces derniers temps. Alors c'est lié à l'impact carbone des matériaux. Tous les matériaux qui nécessitent qui ont un fort impact carbone et qui nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués, évidemment le coût s'est envolé. Donc on peut revenir sur l'avantage de la rénovation, puisque là on dit que l'impact carbone d'un bâtiment, la partie structure, donc la partie béton, représente à peu près 40% des émissions carbone grises, ce qu'on appelle liées aux matériaux de construction. Donc quand vous rénovez un bâtiment et vous gardez la structure, d'ores et déjà vous gagnez 30 à 40% de l'impact carbone. Nous on a uniquement fait des interventions pour créer des noyaux ascenseurs, escaliers pour rendre accessible aux personnes à mobilité réduite ce bâtiment, mais on a conçu le bâtiment pour toucher le moins possible à la structure existante. Donc ça a un impact déjà très fort. Et puis la deuxième démarche qu'on mène de façon globale chez Bouygues Immobilier, c'est de choisir des matériaux qui ont un faible impact carbone, puisque qui dit faible impact carbone dit moins d'énergie pour le construire. Je cite un exemple, par exemple, de privilégier plutôt des parquets que du carrelage. Le carrelage, par exemple, est un matériau extrêmement énergivore lors de sa fabrication, parce qu'on a fabriqué dans des fours comme le ciment d'ailleurs. Donc voilà. Donc là, on a une démarche de choisir très en amont et de monter des gammes de produits dont l'impact carbone est faible, et justement pour avoir une maîtrise sur le coût. Ce qu'on note aujourd'hui, et ce qui est très problématique dans le bâtiment, c'est qu'on a lié à cet aspect d'énergie des ruptures d'approvisionnement.
puisque par exemple, je sais pas, il y a quasiment des fournisseurs de tuiles, par exemple, qui ont carrément cessé de produire parce que leur bilan économique ne tournait plus avec la flambée d'énergie. Donc ça nous pose beaucoup de problèmes. D'où cette nécessité de privilégier les matériaux à faible impact carbone. Concrètement, si vous êtes curieux, sur le projet actuellement, surcoût ou pas par rapport au prix des matières premières? Alors l'hôtel des Postes, c'est un projet qu'on avait lancé en 2008 où quasiment tous les marchés de travaux ont été sécurisés. Voilà, donc on n'a pas eu trop d'impact. On a plutôt été impacté par des ruptures d'approvisionnement. Bon. Mais enfin globalement, c'est une conjoncture assez difficile en ce moment. On vous souhaite alors une bonne livraison courant 2022-2023, c'est ça, une première partie livrée 2022? Tout à fait. Donc on va démarrer donc la livraison de ce programme fin 2022 et ça va s'échelonner jusqu'au premier semestre 2023. Même question pour Monsieur Soprema, excusez-moi, c'est Soprema Bouygues. Vous, effectivement, c'est votre bâtiment, votre siège social, mais l'industrie que vous pilotez a forcément des consommations énergétiques. J'ai cru comprendre que l'action que vous meniez au sein de votre siège social de conception exemplaire, vous l'aviez aussi menée et vous menez toujours pour réduire vos consommations énergétiques dans votre process industriel. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez peut-être afficher l'infographie de l'usine. En fait, ce qui m'a intéressé dans l'infographie que vous allez voir à l'écran, c'est que je me suis rendu compte, c'est une usine qu'on a construite il y a 15 ans, qui est près de Nîmes, près de Avignon, à Sorgues exactement. Et en fait, si vous êtes attentif, vous voyez quelques panneaux photovoltaïques dans un coin d'un bâtiment. Et aujourd'hui, vous me croirez ou pas, mais toutes les usines qu'on construit... À droite. Voilà, exactement, bien vu. Donc, les nouvelles usines dans le groupe, on en construit un certain nombre en Europe, on a cette chance, sont interfacées avec beaucoup plus de panneaux photovoltaïques quand on peut de l'éolien, notamment en Allemagne, quand on est un puits en hauteur. En tout cas, il y a une réflexion sur le sujet de l'énergie qui est très important. Donc dans les technos. Après, pour moi, il y a un sujet qui est hyper important que je voudrais aborder aussi avec vous aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Moi je trouve que c'est très intéressant parce que finalement quand on ne paye pas on est moins attentif. Je prends toujours l'exemple de la voiture de fonction. Vous pouvez être assuré que quelqu'un qui a une voiture de fonction en faisant les mêmes trajets va avoir une consommation qui est quasiment à 100%, à quelques exceptions près, supérieur à quelqu'un qui a exactement le même véhicule. Et donc, sans faire de politique, quand vous avez une prise de conscience, et je crois que c'est aujourd'hui très important, notamment quand on est un dirigeant politique qui est soumis à un stress de l'eau ou à un stress climatique, en fait, se rend compte finalement de ce que peut avoir des centaines de millions de personnes. Et c'est ça qui est aussi super important. Moi, je me suis fait, il y a qu'une dizaine d'années, j'ai une voiture de fonction, j'ai cette chance, mais j'ai pris conscience de ce sujet de manière assez brutale. Et je pense que la prise de conscience est très importante. Pourquoi je vous dis ça, et je terminerai là-dessus, c'est que il y a 5 ans, quand j'ai demandé à mes collègues sur le sujet d'énergie, on a des boucles de régulation d'huile thermique sans rentrer dans les détails. On a 15 usines de production en Europe et j'ai eu 15 réponses qui étaient différentes, ont régulé entre 210 et 250 degrés. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas que c'était entre 210 et 250, c'est que c'était 210, 220, 230, 240, 250. Et pourquoi pas 208, etc., etc. Et ce sujet, en fait, ça montre bien que, y compris chez nous, alors c'était il y a quelques années et aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur ces sujets-là, mais finalement, on sait tous que diminuer la température, parce qu'une boucle de régulation, c'est 8760 heures par an, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Voilà. On continue dans l'usine alors. Voilà. Et vous avez vu que la communication, pour moi, est très importante aujourd'hui de l'État et elle est opportune. Quand on réduit la température d'un bâtiment, on va économiser entre 4 et 7% de manière directe. Après, évidemment, à un moment, on a froid. Mais ces sujets sont très importants en complément de la brique technologique. D'accord. Voilà, c'est un peu ce point-là pour moi qui est très important. Et y compris dans une entreprise comme nous, je peux vous assurer, alors il n'y a plus de réfractaires, mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris les basiques, parce que moi-même, je me suis dit, et je leur en veux pas, je stigmatise personne, il y a quelques années, j'étais exactement dans la même position que ces personnes. C'est une prise de conscience. Question piège, entreprise RSE ou pas? Vous avez engagé quelque chose? Alors, moi, je sais pas, je découvre. Oui, bien sûr, je suis en charge de la RSE d'ailleurs, de mon côté depuis 2017, et bien sûr que nous avons une démarche RSE, voilà. Mais on n'a pas la prétention, et moi qui pilote ce sujet-là, je crois qu'il faut aujourd'hui passer, vous avez avant cité,
en disant qu'on avait un siège exemplaire, je pense que c'est pas le bon terme. On fait de notre mieux en toute sincérité, en toute bonne foi, et je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir une forme d'humilité par rapport aux résultats escomptés. Ma simple réflexion sur le RSE, c'était le fait que vous embarquiez a priori vos salariés à la sensibilisation au quotidien, j'imagine, sur poste, à sensibiliser aussi sur la consommation d'énergie. On c'était juste pour montrer qu'aujourd'hui, on pilote pas l'usine que d'en haut, on la pilote aussi d'en bas, si je peux me permettre. Voilà, et on cherche les effets leviers. Voilà. Donc chercher les effets. Romain, on parlait de mode économique, un commentaire ou pas, ou on passe à la dernière séquence, c'est toi qui vois. Pas de question sur faut-il rénover, pas construire, sur le coût d'énergie. Le financier, lui, il calcule. Temps de retour. Oui, exactement. Non, on n'a pas de prédisposition par rapport à ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est accompagner de façon nos clients dans leur choix. Il y a une notion de risque, peut-être que vous n'avez peut-être pas abordé, la notion de risque que vous prenez un peu plus que... Nous, effectivement, ce qu'on prend en compte de manière plus prégnante aujourd'hui, en fait, c'est le risque, notamment sur les bâtiments, le risque physique. C'est-à-dire aujourd'hui de dire, est-ce que on veut accompagner, on va dire, un bâtiment dans lequel sa durée de vie est mise entre parenthèses parce qu'on sait que dans 10 ans, il va être exposé à un risque physique. Un risque physique, ça peut être risque de sécheresse, ça peut être des risques tout simplement d'inondation, ça peut être des risques liés éventuellement à la pollution des sols. Enfin voilà, il y a plein de risques qui sont identifiés et dans lesquels aujourd'hui on a une réflexion en se disant nous on veut continuer à accompagner sur le long terme, on fait des financements qui vont de 10 à 15 pour aller certains sur 20 ans. Il faut qu'on ait une vision nous de notre risque et de notre accompagnement du client en se disant à 15 ans l'immeuble et l'entreprise est-ce qu'elle sera bien mise en transition en tant que telle, parce que sinon elle va être exposée à la fois en termes de business en tant que telle peut-être et également sur l'immobilier en lui-même. Est-ce que l'immobilier ne va pas décoter, perdre toute sa valeur pour arriver peut-être à une valeur nulle? Important que le financier interpelle sur cette logique longue durée où, vu l'instabilité qui va peut-être être notre constance dans les années qui viennent, est intégrée. Et c'est pour ça, juste pour préciser, que dans notre réflexion, on est en fait sur une notion de ce qu'on appelle la dette climat. Où derrière la rénovation, notamment là pour parler du sujet de l'immobilier aujourd'hui, la rénovation du parc, en fait c'est une dette climat pour mettre en transition le bâtiment, l'entrepreneur et l'entreprise en question, de manière à investir pour continuer à faire, continuer à perdurer et continuer à partir sur un sujet qui est durable dans le temps. Merci. On termine la séquence sur l'aspect coopération. Rappelez-vous, le thème du séminaire d'aujourd'hui, c'est cultivons nos coopérations. Ces projets ne se feraient rien sans des hommes et des femmes qui sont là, des compétences, des savoir-faire, des savoir-être. Pour vous, Bouygues, qui vous entoure? Comment vous avez construit vos projets? Si vous voulez, assez classiquement, dans le bâtiment, nous, puisqu'on est maître d'ouvrage, Bouygues Immobilier, donc on s'est entouré évidemment d'une équipe d'ingénieurs et de maîtrise d'œuvre. Donc sur ce projet emblématique, on a le cabinet Weber et Kaling, donc architecte, le cabinet d'études CERU qui nous a accompagnés notamment sur tout le volet énergétique, cette approche géocooling là sur le Tersiècle 9 avec cette PAC sur nappe. Également un élément important, on n'en a pas parlé, donc on s'est fait accompagner par Elan sur l'aspect économie circulaire. Ça c'est aussi une piste de réflexion pour nous dans le bâtiment, c'est la récupération des matériaux qu'on trouve sur place, par exemple sur l'hôtel des Postes, on a récupéré des anciennes portes, des anciennes fenêtres. Alors il y a une problématique qui est l'assurabilité, puisque voilà, il faut qu'on puisse redonner à notre client final une garantie sur le matériau qu'on va remettre en place. En tout cas, c'est une piste de réflexion. La filière est en train de se structurer. C'est très intéressant de travailler sur ce sujet-là. Sinon, donc, c'est engineering au PC. On réalise cette opération avec donc l'entreprise générale Bouygues Bâtiment et puis donc Socotec en bureau de contrôle. Et également sur le volet réseau de chaleur, donc ES Service énergétique, qui nous a beaucoup accompagnés sur cette démarche volontariste d'engager l'extension du réseau de chauffage urbain pour accorder ce projet. Même question pour vous, vos partenaires, vos forces vives? Alors on va rester dans le local, on est situé nous dans la zone portuaire sud de Strasbourg. Pour ceux qui ne connaissent pas le port autonome de Strasbourg, c'est un port qui est extrêmement intéressant. Deuxième port fluvial français, avec une biodiversité assez extraordinaire. Donc il a cette particularité, une richesse d'entreprise et on a vraiment une
on parlait beaucoup de coopération. Il y a la démarche clé que vous connaissez, sur laquelle nous aussi on a investi, qui est hyper intéressante. Démarche d'écologie industrielle territoriale, une des premières en France et qui marche très très bien et qu'il faut continuer à promouvoir. On participe à un projet qui est intéressant, qui est porté par Dynamix, qui est la production d'hydrogène vert à partir d'hydraulique. Alors pourquoi ce projet nous intéresse? Vous savez tous que le problème de l'hydrogène, c'est une fois qu'il est produit, on arrive assez facilement à l'utiliser, mais en fait il est produit à partir de reformage catalytique, et donc l'hydrogène vert c'est quelque chose d'assez compliqué à produire, parce qu'on peut se retrouver avec une production qui est dite verte, mais qui finalement consomme plus d'énergie qu'un hydrogène par reformage catalytique. Le projet sur lequel il y a plusieurs entreprises qui travaillent, utilise l'énergie hydraulique, et par électrolyse, on peut produire de l'hydrogène en quantité correct, mais principalement pour de la mobilité. Donc pas pour une industrie comme nous, mais pour de la mobilité. Et là, ça peut être intéressant pour les chariots élévateurs de la zone portuaire, pour les bus, pour des vélos, etc., etc. Donc c'est déjà des quantités importantes, mais qu'on a prévu de mutualiser au sein de la zone. Et c'est pour cette raison que ce projet nous intéresse. Le petit côté hydrogène qui est important de citer, vecteur intéressant, mais c'est vrai que vous le rappeliez, l'hydrogène aujourd'hui, la vocation est plutôt la mobilité pour à très court terme décarboner le transport sur les aspects flotte lourde. La question subsidiaire, un conseil si vous deviez rénover aujourd'hui pour les acteurs qui sont autour dans la salle aujourd'hui. J'ai un patrimoine, je veux le rénover, gros, petit peut-être, un conseil. C'est l'expert qui parle, allez-y. Ouais, comme j'ai dit, il y a une démarche volontariste, puisqu'il y a aujourd'hui des niveaux réglementaires qui sont pas très pertinent pour voilà, donc il faut aller au-delà du contexte réglementaire. C'est ce qu'on a fait sur la Poste en s'engageant dans cette labellisation, et on est sur des niveaux de consommation. Quelques chiffres, je dirais, par rapport aux consommations énergétiques de ce bâtiment-là, qui était très peu isolé. On a quasiment divisé par 3 les consommations énergétiques, et on se rapproche quasiment des standards du neuf. Donc c'est donc une démarche, encore une fois, une démarche volontariste, en se fixant des objectifs, en rentrant dans des certifications, des obtentions de labels. Si vous voulez, ça permet de garder le cap, puisque la problématique sur ce type d'opération, où finalement vous êtes soumis à des découvertes qui vont jamais dans le bon sens, sur une rénovation, l'aspect structurel, vous découvrez des problématiques. Donc si vous n'avez pas fixé le cap dès le début avec une démarche volontariste, c'est-à-dire vous dire je m'engage dans une certification, je m'engage sur un référentiel quel qu'il soit, un référentiel, vous signez ça vis-à-vis de vos clients finaux, et au moins vous allez jusqu'au bout de la démarche, parce que sinon vous avez, à mon avis, quelquefois tendance à vouloir réduire un peu la voilure sur les objectifs. Donc je dirais démarche volontariste sur ce type de... Border la démarche, l'encadrer, s'assurer qu'il y aura des dérives. C'est la rénovation, on le sait tous quand on rénove. Sans citer de marque, quand on va chez Intel et on revient, c'est pas ça qu'il fallait acheter. Tout à fait. Une démarche encadrée. Pour vous, un conseil pour la construction peut-être, ou un autre, un conseil. Je vais me lancer en tant qu'industriel. Alors, un conseil, je pense que la rénovation va prendre au fur et à mesure le pli, surtout en lien avec la loi climat et résilience qui réduit. Il me semble qu'il y a un atelier zone foncière. Et sinon, tout simplement, privilégier peut-être les isolants biosourcés. Nous, on fait les deux. Alors, je suis assez libre avec ça. Pourquoi ? Parce que ça va plutôt privilégier les circuits courts. Et les isolants biosourcés ont cet avantage d'obliger, du point de vue physique, on en revient au sujet, de privilégier les circuits courts. Et par ailleurs, c'est en termes de confort d'été, c'est remarquable. Voilà. Pour un coût qui est en général supérieur, mais là, c'est aux économistes de reprendre le relais. Je pense qu'il y aura probablement des effets de bonus-malus qu'il faut que les modèles économiques doivent changer. Mais c'est vraiment des isolants biosourcés. Ont l'avantage aussi de relocaliser l'industrie en France, et ont vraiment une efficacité qui est tout à fait remarquable en termes de confort d'été. Merci. Romain, conclusion pour cette séquence de témoignages. Exactement. Et juste un conseil avant de passer à l'étape de la rénovation concrète avec le plan d'action qui est mis. Nous, la plupart de nos clients nous disaient je sais que je dois agir, je ne sais pas comment agir. Et en fait, l'étape préalable, peut-être, c'est déjà de savoir par où je commence.
Et pour ça, j'en parlais tout à l'heure, BPI France, avec l'ADEME, on a mis en place un diagnostic de performance énergétique des bâtiments qui s'appelle le Diag Perfimo, qui est en 3 mois. Il y a un cabinet d'audit qui vient sur place, un bureau d'études qui va analyser, qui va discuter avec vous en fait, de la stratégie de rénovation qui peut être faite avec différents scénarios, avec différents objectifs à atteindre, de réduction des consommations. Et ça, je dirais que c'est peut-être l'étape et le conseil à donner en disant commençons par regarder ce qui doit être fait avec un bureau d'études pour être conseillé, parce que c'est quelque chose de très complexe. Je pense qu'à mon avis, à la fois... Mais je vous rejoins à 100%. C'est vrai que cette phase de diagnostic, c'est vraiment une phase essentielle sur un sujet en rénovation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un diagnostic très précis de l'existant avant de démarrer les études. Et ça, c'est vraiment la grosse différence avec le neuf, où finalement, vous êtes sur un process assez rodé. La phase de diagnostic initial quand vous attaquez un sujet en rénovation, elle est primordiale. En effet, je vous rejoins à 200% sur ce sujet. Merci. Je vais me permettre aussi mon petit témoignage, que vous m'avez fait penser à une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Il y a 15 ans, j'étais en Autriche voir des bailleurs sociaux et industriels qui rénovaient en isolant biosourcé le Warsberg, j'ai oublié le nom du Warsberg. C'est ça. Et ce qui m'avait surpris à l'époque, il y avait un élu qui était devant moi et qui a dit « Je préfère investir 20 à 30% de coût du projet en études pour ne pas avoir de surprise à la fin ». Voilà, ça m'avait surpris à l'époque parce que c'était pas transposable à l'époque dans un contexte où le prix de l'énergie était si peu cher. Voilà, c'est juste mon témoignage en tant qu'ADEME de ce que j'ai vécu moi aussi sur ce sujet-là. On arrive, a priori le timing est parfait, c'est bien ça ? Merci, j'ai des pouces. Je sais pas si j'ai bien travaillé. Il nous reste 15 minutes pour vos questions et ma conclusion qui durera 2 minutes. Donc place aux questions, vous levez la main. Je reformule la question le cas échéant. Et allez-y, monsieur, allez-y. Oui, tout à l'heure, vous parliez... Je parlerai plus fort pour la question pour ceux qui sont au fond de la salle. Allez-y. Tout à l'heure, vous parliez de la différence de coût entre une réno et une construction. Effectivement, comptablement, à l'instant T, la question ne se pose pas. Mais si on fait une analyse du cycle de vie complet de la vie du bâtiment, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, et comme vous le disiez tout à l'heure, je crois que les financiers devraient avoir des malus, bonus, et puis les assurances puissent dire, bah oui, du réemploi, la porte, tu l'as démontée de là, tu l'as montée d'un étage, c'est la même, arrête. Donc, je crois que le côté financier et le côté assurance a un vrai jeu à jouer. Bon, c'était plus un commentaire qu'une question, au final, un commentaire positif. Il faut intégrer le coût global et l'impact environnemental. C'est vrai que c'était pas deux choses. Alors la RT 2020 l'intègre beaucoup plus, mais c'est sur le neuf. C'est vrai que sur le bâtiment tertiaire ou existant, ce genre de notion n'était pas embarqué. Voilà. Une question. Allez-y, madame. Dans une entreprise, dans une industrie, en fait, mettre des... Tout le monde entend bien quand même ou il faut reformuler? Moyennement? Un peu plus fort alors peut-être. Alors je peux vous répondre parce que comme dit j'étais en usine et maintenant dans le bâtiment, oui ça peut poser un problème. Par contre ça a été évoqué tout à l'heure, les DREAL, donc qui sont la police des industriels, quand on est industriel aujourd'hui sont plus, je dirais pas bienveillantes, mais plus à l'écoute. Et quand on discute avec les DREAL et avec les pompiers, il y a quand même des solutions qui existent. Donc nous aujourd'hui, en tout cas en France, mais plus largement en Europe, le panneau photovoltaïque, il a un défaut, c'est qu'il produit pas beaucoup de kilowattheures par mètre carré. Par contre, il a un énorme avantage, c'est que ça marche. Et donc tout le temps. Voilà, et tout le temps. Et donc c'est une solution qui est une brique, à défaut d'être la brique parfaite, elle marche. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui, nous sur toutes nos usines, on construit avec des panneaux photovoltaïques et on est installation classée pour l'environnement. Donc les DREAL, en tout cas en France, ont un regard, je ne vais pas en dire bienveillant parce que c'est pas leur rôle, mais en tout cas ont un regard qui évolue positivement, et les pompiers aussi. Et on n'a pas eu d'incident, en tout cas chez nous, et puisqu'il y a des retours dans les bases BARPI, ce qu'on appelle, il y a vraiment très peu de sinistres qui sont liés aux panneaux photovoltaïques. Il y a des entretiens obligatoires et une installation classée pour l'environnement est très surveillée en France. Donc pour moi, votre question est pertinente, mais c'est devenu un faux problème. J'ai l'impression que la question d'assurance était peut-être plus par rapport à la portabilité du toit. C'est sûr qu'on ne pose pas du panneau partout. Et pour moi, le principal risque, hormis le risque électrique d'incendie classique d'une armoire, c'est plutôt le fait que le toit supporte la charge des panneaux. Voilà, pour mon sentiment.
Étude à faire, hein, bien sûr. Hein. Et juste pour compléter le propos, effectivement, notamment avec la RE 2020, maintenant va s'appliquer à tous les bâtiments, toutes les nouvelles constructions à compter du 1er janvier 2023, demande la pose de panneaux photovoltaïques ou de toiture végétalisée en toiture. Néanmoins, les installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, peuvent être en dérogation pour les problématiques qui viennent d'être évoquées. Une des solutions qui peut être proposée, je parlais effectivement des toitures, des panneaux photovoltaïques en toiture, mais si la réserve foncière le permet, on peut également avoir des ombrières de parking, qui peut être une solution alternative. Après, il y a la question des assurances avec les voitures. Il me semble obligé, dans les nouvelles constructions d'aujourd'hui, obligatoire sur les parkings de surface, de grande surface, de plus de 1000 m², je crois, j'ai oublié. J'ai oublié. D'autres questions, allez-y. Hein. Donc, si je me permets, si je conclus bien, il y a l'ancien qu'on rénove, le nouveau qui est en norme, l'ancien non rénové, il va en perte sèche de valeur. On est d'accord? C'est catastrophique. D'une certaine façon, c'est... D'accord. Il y a la question de perte de valeur d'un bâtiment non rénové qui va donc se confronter à un bâtiment qui est neuf et un bâtiment qui est rénové. Donc la question, perte de valeur ou pas. Effectivement, en fait, aujourd'hui, et ça a toujours été, ça s'accentue avec la mise en transition des bâtiments, mais chaque fois il y avait une nouvelle réglementation. À chaque fois, on avait le bâtiment en fait d'aujourd'hui devenait le bâtiment d'hier par l'effet de la nouvelle réglementation. Les RT, elles existent depuis les années 70. La dernière c'était RT 2012, maintenant c'est la RE 2020. Et donc naturellement, aujourd'hui, en fait, déjà les bâtiments qui sont RT 2012, en fait, à horizon 10 ans. Ils seront considérés comme des bâtiments qui ne sont plus du tout dans l'air du temps, qui ne seront plus du tout en transition si on ne fait pas de travaux sur ces bâtiments-là. Donc naturellement, en fait, le marché va tout simplement se détourner de ces bâtiments-là petit à petit. Et aujourd'hui, on voit déjà ces effets. On va parler un peu du marché de l'immobilier en tant que tel. C'est-à-dire qu'on a déjà des investisseurs qui aujourd'hui regardent le bâtiment et disent « Ok, vu la passoire énergétique que c'est, je ne le regarde même pas ». Il n'y a même pas de proposition en disant je fais une simulation en disant je pourrais mettre 1 million de travaux sur le bâtiment. Il y a certains investisseurs qui se détournent déjà, d'autres qui sont encore dans cette démarche en se disant je peux travailler, je peux faire des capex et faire des travaux pour mettre le bâtiment en transition, mais il y a déjà une partie du marché qui s'est détournée de ces actifs-là. Donc effectivement, on va avoir une perte de valeur sur des immeubles qui ne se mettent pas en transition à horizon 5, 10, 15 et au-delà 20 ans. Ou une obligation de rénovation si le foncier n'est pas disponible et que la seule chose qui lui reste, c'est ou des friches industrielles ou du bâtiment construit à rénover. Il y avait des questions, là, il me semblait. Sur l'hôtel des postes, je voulais juste savoir quels ont été les moyens que vous avez mis en œuvre pour contrôler en fait tout ce qui était thermique et perméabilité à l'air en particulier du bâtiment. Donc la question concerne l'hôtel des postes sur le contrôle de la perméabilité à l'air et l'étanchéité à l'air, je suppose. Ouais, d'accord, ça marche. Alors, si vous voulez, au niveau des... Bon, ça... grande partie du travail se fait au niveau de l'étude thermique, hein, où là, donc, les hypothèses d'isolation ont été intégrées dans une étude thermique. Après, au niveau du contrôle sur chantier, donc il y a un aspect perméabilité, qui est d'ailleurs assez problématique hein, dans l'ancien, notamment sur le niveau des combles, hein, où là on avait des hauteurs sous plafond qui sont très importantes. Donc on va faire des tests. D'ailleurs, il y a déjà des tests qui ont été réalisés sur des cellules témoins. Donc on fait des tests de perméabilité. Bon, la perméabilité, pour ceux qui ne travaillent pas dans le bâtiment, donc c'est les fuites d'air hein, qui ont évidemment un impact très fort sur les consommations énergétiques. Donc on fait, une fois que le bâtiment est terminé, on fait des tests in situ avec une mise en dépression des logements pour tester justement les hypothèses de perméabilité qui sont données dans l'étude thermique. Donc ça, en effet, on a ce type de démarches qui sont encore une fois très encadrées quand on travaille on s'engage sur des labellisations de type bâtiment basse consommation et Finergie. Tous ces démarches-là sont encadrées. Donc on fait en effet ce type de démarche. Après, au niveau du contrôle des épaisseurs des isolants, bon, c'est un contrôle visuel sur place que mène l'entreprise, quoi. Voilà. Encore une de questions, c'est bien ça en bas, Régie? Une de questions? Une? Alors ça sera la dernière. Il y a 2, 3, 2, c'est bon. Bonjour. Moi, j'ai juste une question sur le coût de la rénovation, parce qu'en l'occurrence, vous avez dit 30 millions de budget.
tout à fait. J'ai dénombré 150 logements. Oui, alors coût de la rénovation, 150 logements, quid? non, mais Ça fait 200 000 euros par logement, et en fin de compte, là c'est un ensemble particulier, et d'où la question aussi du coût de la rénovation par rapport à des logements, enfin des ensembles qui ne le sont pas, et du coût de la destruction potentielle. tout à fait. Donc il y a un vrai aspect, je dirais, coût financier de la rénovation. Alors, bon, sur cette opération, on est sorti à peu près sur un coût de travaux à peu près à 1 700 € au mètre carré de SDP. Si on ramène ça en surface utile ou surface habitable, donc c'est la surface que nous on vend, on est à peu près à 2200, 2300. Donc c'est sûr qu'on est plus cher que du neuf. Après, ce que je veux dire, c'est que il y a un aspect au niveau de la rénovation qui impacte énormément, c'est l'aspect dimensionnel du bâtiment. Par exemple, quand vous faites du neuf, vous faites un bâtiment très rationnel. L'exemple de l'hôtel d'Époque, par exemple, vous avez des couloirs qui font 2,50 m de large, qui ne desserrent des logements que d'un côté. Donc forcément, vous avez cette notion de rendement entre la surface de plancher et la surface que vous pouvez vendre qui est très défavorable. Donc ça a un impact. Les grandes hauteurs sous plafond aussi, ça a un impact. Donc c'est sûr que le coût de la rénovation dans ce cas-là est plus important. Après, vous retrouvez ça aussi au niveau du prix de vente, puisque forcément vous êtes sur un objet assez emblématique. Il y a très peu d'offres dans ce quartier de Strasbourg, donc vous pouvez compenser une partie du surcoût par le prix de vente. Mais l'équation est quand même très tendue. Surtout si vous sortez bon là je fais une petite parenthèse, mais il y a des dispositifs fiscaux type Malraux, rénovation du monument historique, qui sont prévus pour ce type d'opération. Mais si vous voulez rester dans le cadre de ces dispositifs fiscaux, vous êtes obligé de vendre, de faire du locatif, c'est-à-dire des produits investisseurs. Alors que là, notre démarche était complètement différente, puisque vous avez vu qu'au niveau de la mixité d'usage, on a des logements sociaux, on a des logements pour des propriétaires, donc des gens qui vont s'installer et vivre là, du tertiaire. Voilà, donc je reconnais que l'équation financière peut être très compliquée sur ce type de produit. Ouais. Une dernière question pour la salle, encore, si vous le souhaitez. Sinon, on terminera malheur. Ou une troisième, monsieur est gourmand. Main d'œuvre. Des gens avec des compétences dans le secteur immobilier, dans la rénovation, est-ce que vous n'avez pas des problèmes de main d'œuvre en fait à l'heure actuelle pour tenir les objectifs que l'État en fin de compte peut se tenir? Je crois que c'est une rénovation peut-être de 2-3% des logements tous les ans. Clairement, moi je sais que dans ma région où je viens de Sens, on a des problématiques clairement à ce niveau-là. Bon, question de la disponibilité en main d'œuvre pour répondre à l'enjeu de rénovation ou de construction. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est une question générale sur la filière du bâtiment aujourd'hui qui. Pas que bâtiment, j'ai l'impression. Bon, alors je te parlais du bâtiment qui connaît un déficit de vocation. Donc c'est clair que l'aspect main d'œuvre est une donnée en effet assez problématique sur le bâtiment. Alors on a quelques corps d'état spécifiques. Il y a eu notamment la reprise de peinture patrimoniale où là ça nécessite des compétences très particulières. Mais sinon pour la majorité des autres corps d'état, s'il y a l'aspect aussi façade avec l'aspect tailleur de pierre, mais sinon sur tout ce qui est lot technique intérieur ou lot de finition, on est sur le même type de compétences que le neuf. Mais en tout cas globalement, c'est clair qu'il y a une problématique aujourd'hui au niveau du bâtiment sur la main d'œuvre. Merci. 11h42, il nous reste 2-3 minutes, mais ça va être la conclusion super rapide. On a eu la chance d'avoir effectivement des témoignages d'un acteur du financement important qui accompagne ses clients et non pas qui les finance uniquement. On a eu la construction, la rénovation de bâtiments, donc d'industriels qui se projettent dans l'avenir avec cette notion d'énergie, qui est un sujet, vous avez raison de le dire. On a vécu des années belles, entre guillemets, facile, je reprends votre terme. Moi, mon conclusion, je voulais juste vous préciser, effectivement, c'est la pub de la maison, Climaction, Adem Région, au taquet, on y croit à fond, c'est bon, Climaction, on y croit à fond. Il y a encore des aides publiques, il y en aura toujours. Je considère que la BPI aussi fait partie des acteurs publics qui nous aident collégialement à rénover notre société, à l'engager à la transition énergétique. Ça, c'est le document du préfet de la région pour lequel l'ADEME a contribué également, mais ça, c'est peu importe l'ADEME, on est au service de l'intérêt général. Pour ceux qui se sentaient frustrés aujourd'hui dans l'atelier de voir que de bâtiments, ici sur 15 pages, alors c'est un peu 15 pages, je l'entends bien, et résumé par rapport à cette crise énergétique et ce contexte d'hiver rigoureux ou pas qui va nous arriver, quelles seraient les mesures que les industriels
pourraient faire ou bénéficier. On y retrouve bien sûr des mesures de moyen long terme qui sont des prêts, des financements d'investissement, mais il y a aussi tout ce qui est délestage et coupure de courant que je vous invite à lire, et des liens sont cités. Donc c'est une communication officielle qui a été lancée donc début septembre pour anticiper la crise, que j'espère la plus courte et la plus faible possible pour nous tous. Ça sera mon seul mot de conclusion pour que vous ne soyez frustrés sur l'enjeu de la rénovation et surtout de repenser nos énergies de demain. Voilà, je vous remercie pour votre attention, vos questions. On finit à l'heure et je vous souhaite un bon congrès et de bons échanges de coopération. Merci messieurs.